Mon père et sa femme sont venus à mon anniversaire après m'avoir ignoré pendant une décennie. Il s'est tenu à ma porte après 12 ans de silence et a dit « Nous vendons la maison, il est temps d'être raisonnable. » J'ai attendu que sa femme parte, lui ai souri et ai demandé « Quelle maison ? Cette propriété ne vous appartient plus. » Pendant 12 longues années, mon père et sa femme m'ont traité comme un fantôme. Puis, confrontés à une ruine financière totale, ils sont apparus sur le pas de ma porte, exigeant que je vende la maison de mon enfance. Ils pensaient que j'étais encore leur petite fille impuissante. Ils avaient oublié une chose. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Assurez-vous d'être abonné pour la voir jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux. D'où dans le monde nous regardez-vous tous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Le silence de mon 30e anniversaire était un silence confortable, un silence que je m'étais construit. Il était tissé du doux bourdonnement de mon ordinateur, du léger grattement de mon crayon sur un carnet de croquis et de la satisfaction tranquille d'une entreprise qui était enfin, sans équivoque, la mienne. J'avais passé la journée à travailler, non par nécessité, mais par amour pour ce que je faisais. J'étais graphiste, consultante en images de marqué, après une décennie d'efforts acharnés, j'avais réussi. Mon appartement, un espace inondé de soleil au cœur de la ville, était un témoignage de cette réussite. C'était un foyer que j'avais gagné, un sanctuaire que j'avais créé. Mais à la tombée de la nuit, un autre genre de silence a commencé à s'insinuer. Le calme festif s'est transformé en un écho creux de ce qui manquait. 30. C'était une étape importante, un chiffre qui semblait solide et significatif. C'était un jour que ma mère aurait rempli de rire, de chants affreux et d'un gâteau fait maison de travers. C'était un jour où j'avais toujours imaginé que mon père serait là. J'ai repoussé cette pensée, comme j'avais appris à le faire tant de fois au cours des 12 dernières années. Je suis allé dans ma petite cuisine et me suis versé un verre de champagne coûteux, un cadeau d'un client satisfait. J'ai levé le verre à un public imaginaire. À se choisir soi-même, ai-je murmuré, les mots ayant un goût à la fois triomphal et un peu solitaire. Juste au moment où la première bulle froide et vive éclatait sur ma langue, la sonnette a retenti. Le son était si discordant, si étranger dans mon environnement soigneusement contrôlé que j'ai failli laisser tomber le verre. Je n'attendais personne. Mes amis savaient que je préférais fêter mes anniversaires en toute simplicité, et toute livraison serait arrivée pendant la journée. J'ai posé la flûte sur le comptoir en granit poli, mon cœur battant à un rythme nerveux et inconnu. Je me suis dirigé vers la porte, j'ai regardé par le Judas, et le monde a basculé. Sur le pas de ma porte, baigné dans la lumière fluorescente et stérile du couloir, se tenaient mon père, Robert, et sa femme, Delila. Ils avaient l'air plus âgés, bien sûr. Les cheveux autrefois sombres de mon père étaient d'un argenté distingué, et les rides autour de ses yeux s'étaient creusées. Delila se tenait à côté de lui, droite comme un i, son visage un masque de neutralité étudié. Son manteau d'apparence coûteuse peinait à cacher la tension dans ses épaules. Cela faisait 12 ans. 12 ans d'appels téléphoniques sans réponse, de lettres retournées et d'un silence si profond qu'il était devenu une présence physique dans ma vie. L'espace d'un instant, un espoir stupide et enfantin m'a envahi. Ils se sont souvenus. Ils sont venus pour mon anniversaire. La pensée était si puissante qu'elle a presque fait plier mes genoux. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la porte. « Clara » a dit mon père. Sa voix était rauque, comme s'il ne l'avait pas utilisée depuis un moment. Il a changé de pied, ses yeux passant de mon visage à un point quelque part au-dessus de mon épaule. Il ne pouvait pas tout à fait soutenir mon regard. Delila, cependant, m'a regardé directement. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour, ma chérie. Tu as l'air en forme. » Ce n'était pas un compliment. C'était une évaluation, une expertise. Je suis resté là, agrippé au bord de la porte, mon esprit un tourbillon de confusion et de vieilles douleurs familières. L'espoir qui avait jailli quelques instants auparavant est mort aussi vite qu'il était venu. Je l'ai vu alors dans l'expression pincée autour de la bouche de mon père et dans l'immobilité de prédateur de la posture de Delila. Ce n'était pas une réconciliation. Ce n'était pas une visite d'anniversaire. C'était une transaction. 12 ans de silence et ils n'étaient pas venus me souhaiter un joyeux anniversaire. Ils étaient venus me prendre quelque chose. La trahison était pire que le silence ne l'avait jamais été. « Pouvons-nous entrer » a demandé Delila,
son ton suave et enrobé d'un mince vernis de politesse qui dissimulait à peine l'impatience sous-jacente. Ma propre maison, mon sanctuaire, a soudain semblé assiégé. Chaque instinct me criait de fermer la porte et de la verrouiller, de me retirer dans le calme paisible qu'il venait de briser. Mais le choc m'a laissé paralysé. Je me suis retrouvé à reculer, murmurant un faible « bien sûr » et leur faisant signe d'entrer. Ils sont passés devant moi pour entrer dans le salon, leur présence aspirant immédiatement l'air de la pièce. Mon père a regardé autour de lui. Une lueur de quelque chose. Était-ce de la surprise? Dans ses yeux, alors qu'il observait mes meubles propres et modernes et les tirages encadrés de mes créations sur les murs. Il ressemblait à un étranger visitant un musée. Delila, en revanche, a balayé la pièce du regard critique d'un commissaire-priseur évaluant une vente de succession. « C'est joli, Clara », dit-elle en passant un doigt manucuré sur la tranche d'un livre sur ma table basse. Très minimaliste. J'ai fermé la porte, le léger déclic faisant écho à la finalité de ma paix brisée. « Que faites-vous ici » ai-je demandé. Les mots sont sortis plus froids que je ne l'avais prévu, mais j'étais trop engourdi pour les adoucir. Mon père a tressailli et m'a finalement regardé. « Clara, ça fait longtemps. Nous voulions juste te voir, pour renouer le contact. » Le mensonge était si éhonté, si insultant qu'un rire sans joie a failli m'échapper. Renouer le contact. Après plus d'une décennie à me traiter comme si je n'existais pas. Je me suis souvenu de mon 18e anniversaire. Attendant près du téléphone un appel qui n'est jamais venu. Ma remise de diplôme universitaire, où le siège vide à côté de mes amis était une blessure béante. Le jour où j'ai lancé ma propre entreprise, désespéré de partager la nouvelle avec la seule personne dont j'attendais l'approbation, pour voir mon courriel revenir, bloqué. Vous vouliez renouer le contact, ai-je répété, la voix plate. Après 12 ans, le jour de mon 30e anniversaire. Le visage de mon père s'est légèrement décomposé. C'est ton anniversaire. Oh, Clara, je ne réalisais pas. Mais Delila passait déjà à autre chose, sa mission l'emportant sur toute prétention de sentimentalité. Eh bien, quelle belle coïncidence, a-t-elle gazouillé, son sourire s'élargissant. Joyeux anniversaire, ma chérie. Tu vois, Robert, c'était écrit. Nous sommes ici un jour spécial. Elle s'est assise sur le bord de mon canapé, arrangeant les plis de son manteau autour d'elle. Elle semblait totalement déplacée. En fait, Clara, ton père et moi avons beaucoup réfléchi à l'avenir, aux actifs, et à prendre des décisions financières intelligentes pour notre retraite. Le mot actif flottait dans l'air, lourd et chargé de sens. Je suis resté debout, croisant les bras sur ma poitrine. C'était une posture défensive, une barrière contre eux. Le marché est très favorable en ce moment, a poursuivi Delila, sa voix prenant un ton professionnel, particulièrement pour les propriétés patrimoniales. Nous avons fait estimer la vieille maison. La valeur est tout à fait extraordinaire. La vieille maison, la maison de mon enfance. La maison que ma mère avait remplie de lumière et d'amour. La maison où chaque coin recelait un souvenir d'elle. Le jardin qu'elle avait planté. Le siège de fenêtre où elle m'avait appris à lire. La cuisine qui sentait toujours la cannelle et la vanille. Ils en parlaient comme s'il s'agissait d'un certificat d'action. Et ai-je demandé, la mâchoire serrée. Et il est temps de vendre, a-t-elle dit simplement, me regardant comme si c'était la conclusion la plus évidente du monde. C'est une immense maison vide qui ne sert à rien. C'est une ressource gaspillée. La vendre assurerait notre avenir, l'avenir de Robert. C'est la chose logique à faire. J'ai regardé mon père, qui fixait maintenant intensément le sol, refusant de croiser mon regard. Il l'a laissé parler, comme il l'avait toujours laissé faire. Il avait abdiqué son rôle de père, et maintenant il abdiquait son rôle dans cette conversation. J'ai senti une vague de colère froide et claire qui a consumé les dernières bribes de choc. Ils étaient venus ici pour m'informer, pas pour me demander. Ils avaient présumé de ma conformité. Ils avaient supposé que j'étais toujours la jeune fille au cœur brisé qu'ils avaient abandonnée, désespérée du moindre signe de leur attention. Delila parlait de la maison de ma mère comme si ce n'était qu'un tas de briques et de mortier, une ligne sur un bilan. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Alors, vous êtes venu ici après 12 ans de silence pour me dire que vous vendez la maison de ma mère ? Ai-je déclaré, ma voix dangereusement calme.
Le sourire de Delila a vacillé une fraction de seconde. Eh bien, c'est la maison de ton père, techniquement. Et c'est ce qu'il y a de mieux pour la famille. La famille? Les mots étaient une pilule amère. Pendant 12 ans, la famille s'était composée de deux. J'étais une note de bas de page, un fantôme d'une vie antérieure. Maintenant, quand ils avaient besoin de quelque chose, ils essayaient de me ressusciter, de me ramener dans une famille qui n'existait que lorsque cela les arrangeait. L'audace de la chose était à couper le souffle. Je l'ai juste regardé, laissant le silence s'étirer, observant la confiance dans ses yeux commencer à se transformer en incertitude. Ils avaient fait une grave erreur de calcul. Les 12 années de silence n'avaient pas commencé par une détonation, mais par un lent et rampant effacement. Après la mort de ma mère quand j'avais 15 ans, mon père et moi nous étions accrochés l'un à l'autre, deux survivants sur un canot de sauvetage. Nous formions une équipe. Il était mon roc, mon héros, le seul parent qu'il me restait. Puis, 2 ans plus tard, Delila est entrée en scène. Elle était élégante et posée, propriétaire d'une boutique chic et hors de prix en ville. Elle sentait le parfum cher et une légère désapprobation. Dès le début, elle ne m'a pas traité comme une fille à accueillir, mais comme une complication à gérer. Ma présence était un rappel désordonné de la première vie de mon père, de son véritable amour. J'étais l'héritage vivant de la femme qu'elle ne pourrait jamais vraiment remplacer, et elle m'en voulait pour cela. J'ai essayé. Vraiment. J'avais 18 ans et je voulais désespérément garder mon père. J'ai complimenté le goût impeccable de Delila. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Je lui ai acheté des cadeaux de Noël attentionnés qui ont été reçus avec un sourire froid et dédaigneux. J'ai essayé de me faire plus petite pour prendre moins de place dans ma propre maison, en espérant que cela l'apaiserait, mais rien n'a fonctionné. Chaque dîner de famille devenait un champ de mine. Delila faisait des remarques subtiles et cinglantes sur le décor démodé de ma mère ou sur mon rêve peu pratique de devenir artiste. Elle soupirait dramatiquement chaque fois que j'évoquais un souvenir heureux qui ne l'incluait pas. Mon père, perdu dans sa nouvelle romance, était aveugle à tout cela. « Tu ne lui donnes pas sa chance, Clara, disait-il, une pointe de frustration dans la voix. Elle essaie tellement. La rupture finale a eu lieu pendant l'été avant mon départ pour l'université. Delila avait organisé un petit dîner pour ses amis, un groupe de personnes qui me regardaient avec un mélange de pitié et de curiosité. J'avais passé la soirée à me sentir comme un fantôme au festin. Plus tard, après le départ des invités, Delila m'a accusé d'être maussade et impoli, de l'avoir embarrassée devant ses amis. Elle a l'impression que tu es amère de notre bonheur, Clara, a dit mon père, se tenant à côté de Delila, qui tamponnait ses yeux secs avec un mouchoir. Ce n'est pas vrai, ai-je pleuré, ma voix se brisant de désespoir. Les choses d'avant me manquent, c'est tout. Tu me manques. Ce n'est pas juste pour Delila, a-t-il rétorqué, son visage se durcissant. C'est notre vie maintenant. Tu dois l'accepter. Le masque de chagrin de Delila était parfait. Je veux juste que nous soyons une famille, Robert, a-t-elle murmuré, se penchant contre lui. Mais si elle ne peut pas respecter notre mariage, elle a laissé la phrase en suspens, un ultimatum parfaitement conçu. Et mon père a choisi. Il m'a dit qu'il valait peut-être mieux que je fasse mes valises pour l'université un peu plus tôt. Il ne m'a pas aidé. Il ne m'a même pas dit au revoir quand je suis parti. Delila se tenait sur le seuil, un air de triomphe silencieux sur son visage. C'était la dernière fois que je les avais vus en personne jusqu'à ce soir. Maintenant, debout dans mon salon, la façade polie de Delila était exactement la même. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable. Sa profession était devenue vague au fil des ans. La boutique avait fermé, et elle se présentait désormais comme une consultante en art de vivre, un titre aussi creux et vide de sens que ses compliments. C'était une femme qui avait construit son identité sur les fondations de la richesse et du statut social de mon père. C'est une décision pratique, Clara, disait-elle maintenant, sa voix retrouvant son rythme confiant et condescendant. Ton père a travaillé dur toute sa vie. Il mérite une retraite confortable et sans stress. L'implication était claire. Moi et mon attachement sentimental à une maison étions l'obstacle à son confort. Elle avait toujours été douée pour me présenter comme le problème. Elle avait un intérêt inapproprié, presque obsessionnel, pour les aspects financiers du passé de mon père. Je me souvenais qu'il y a des années, elle posait des questions pointues sur le testament de ma mère,
sur la propriété de la maison, sur ce que mon père avait exactement mis de côté pour moi. À l'époque, je pensais que c'était juste de la curiosité. Maintenant, je voyais ce que c'était, une stratégie à long terme. Elle était une prospectrice, et elle avait cartographié sa concession depuis plus d'une décennie. Mais sa carte était vieille, et le paysage avait changé. Après leur départ, le silence qui s'est engouffré était différent. Il n'était plus paisible. Il était chargé, électrique des résidus de leur présence. Je suis retourné à la cuisine et j'ai regardé la flûte de champagne, les petites bulles montant toujours vaillamment à la surface. Mon toast d'anniversaire à se choisir soi-même. Les mots résonnaient dans mon esprit, non plus comme un murmure solitaire, mais comme un appel aux armes. Pendant 12 ans, j'avais pleuré un père qui était toujours en vie. J'avais désiré une famille qui m'avait amputé de son corps. Ce soir, ils n'étaient pas venus pour m'accueillir à nouveau. Ils étaient venus pour dépecer mes os. Le choc s'était dissipé, remplacé par une résolution calme et glaciale. La douleur était toujours là, une douleur profonde et familière dans ma poitrine, mais pour la première fois, elle était secondaire à un sentiment d'indignation grandissant. Ils m'avaient sous-estimé. Ils voyaient la jeune fille de 18 ans au cœur brisé qu'ils avaient rejetée, pas la femme de 30 ans autonome que j'étais devenue. Ils me voyaient comme un obstacle émotionnel et sentimental, pas comme une adulte stratégique et indépendante. J'ai pris mon téléphone, mes doigts stables. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le nom Arthur Evans. Monsieur Evans était un avocat d'affaires que j'avais engagé quelques années auparavant pour m'aider à constituer ma société. Il était vif, pragmatique et méticuleusement rigoureux. Il était exactement la personne dont j'avais besoin. Il a décroché à la 3e sonnerie, sa voix nette même après les heures de bureau. « Clara, tout va bien avec le portefeuille ? » « Tout va bien avec l'entreprise, Arthur, ai-je dit, ma voix égale. J'ai une affaire personnelle. C'est à propos d'une fiducie immobilière. » J'ai expliqué la situation en termes concis et sans émotion. Je lui ai parlé de la maison, du remariage de mon père et de sa réapparition soudaine avec l'intention de vendre. En parlant, j'ai ressenti un étrange sentiment de détachement, comme si je décrivais l'intrigue d'un roman. « Une fiducie irrévocable, avez-vous dit ?» a demandé Arthur, une nouvelle note d'intérêt dans sa voix. « Établie lorsque vous étiez mineur. » Oui, j'avais probablement environ 10 ans. Ma mère était encore en vie. C'était son idée. Elle voulait s'assurer que la maison, sa maison, était en sécurité. Je pouvais presque entendre sa voix, un murmure doux mais ferme au fond de ma mémoire. Cet endroit détient le cœur de notre famille, Robert. Il doit toujours être pour Clara. Et vous souvenez-vous des termes exacts ? A insisté Arthur. Spécifiquement l'événement déclencheur pour le transfert de propriété. Mon souffle s'est coupé. Mon père m'a dit une fois, il y a longtemps, qu'elle serait à moi un jour. Il a dit quelque chose à propos d'un anniversaire marquant. Il a peut-être dit 30. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil et j'ai pu entendre le faible cliquetis d'un clavier. Clara, c'est potentiellement très important. Une fiducie irrévocable est une forteresse. Si elle a été structurée comme vous le soupçonnez, votre père n'a eu aucun droit légal de vendre, d'hypothéquer ou de disposer de cette propriété depuis des années. Il a été un fiduciaire, pas un propriétaire. C'est ce que je pensais, ai-je dit. Une montée d'adrénaline aiguisant mes sens. Mais ils sont venus ici ce soir en agissant comme si c'était une affaire conclue. Ils l'ont fait estimer. Ils sont prêts à la mettre en vente. Ils peuvent la faire estimer 100 fois, a dit Arthur, son ton dédaigneux. Cela ne change rien à la réalité juridique. J'ai besoin des documents de la fiducie. Savez-vous quel cabinet d'avocats a rédigé l'acte et la fiducie originaux ? Je lui ai donné le nom du vieux cabinet d'avocats familial que mes parents avaient utilisé pour tout. C'était comme déterrer un nom d'une autre vie. Bien. Je les connais, a dit Arthur. Je ferai quelques recherches dès demain matin. J'aurai besoin d'une autorisation signée de votre part pour agir en votre nom. Je vous envoie le formulaire par courriel maintenant. Signez-le et renvoyez-le ce soir. En attendant, Clara, n'engagez pas la conversation avec eux. N'acceptez rien. Ne niez rien. Soyez un trou noir. Laissez-les parler, mais ne leur donnez rien. Après avoir raccroché,
j'ai eu l'impression qu'une barre d'acier avait été soudée à ma colonne vertébrale. La victime passive avait disparu. À sa place se trouvait une stratège. Il ne s'agissait plus seulement d'une maison. Il s'agissait de 12 ans de cruauté émotionnelle calculée. De la cupidité de Delilah et de la faiblesse de mon père. Le piège astucieux n'était pas quelque chose que j'avais tendu. C'était quelque chose que ma mère, avec son incroyable prévoyance, avait tendu pour moi. Un dernier cadeau, une armure livrée à travers le temps. Tout ce que j'avais à faire était de la revêtir. J'ai ouvert mon ordinateur portable, la lueur de l'écran illuminant mon visage, et j'ai attendu le courriel d'Arthur. C'était plus un fantôme à ignorer. J'étais une réalité juridique qu'il ne pouvait pas effacer. Les 48 heures suivantes furent une leçon de maître dans l'art d'être un trou noir. Mon téléphone s'est allumé avec une série de messages. D'abord de mon père, puis de Delilah. Papa, Clara, nous devons parler de la maison. S'il te plaît, appelle-moi. Delilah, Clara, ton père est très contrarié. Tu as été assez impoli hier soir. Nous essayons de faire ce qui est le mieux pour tout le monde et un peu de coopération serait apprécié. Papa, je ne comprends pas pourquoi tu es comme ça. Ce n'est qu'une maison. Delilah, un agent immobilier vient vendredi. Nous nous attendons à ce que tu sois raisonnable. Nous ignorer ne fera pas disparaître le problème. J'ai lu chaque message, mon expression illisible, et j'ai reposé le téléphone. À chaque message, leur récit commun devenait plus clair. J'étais difficile, émotive et obstructive. Ils étaient les adultes rationnels, et j'étais l'enfant capricieuse qui faisait obstacle au progrès. Le deuxième jour, Arthur a appelé. Je l'ai, a-t-il dit, et je pouvais entendre la satisfaction dans sa voix. La fiducie est exactement comme vous le soupçonniez. C'est béton. La fiducie irrévocable Clara Monsieur Davis. La propriété a été légalement transférée à la fiducie il y a 30 ans. Votre père a été nommé fiduciaire avec l'obligation de maintenir la propriété en votre nom. Et l'événement déclencheur de la dissolution de la fiducie et du transfert complet du titre à vous, l'unique bénéficiaire, était la date de votre 30e anniversaire. Il a laissé cela s'imprégner. Donc, depuis 2 jours, a poursuivi Arthur, vous êtes l'unique propriétaire sans aucune charge de cette propriété. Votre père n'a pas plus de droit légal sur elle que moi. Félicitations, Clara. C'est un magnifique et brillant montage de planification successorale. Votre mère était une femme très intelligente. Des larmes me sont montées aux yeux. Merci, Arthur. Pouvez-vous m'envoyer les documents ? Déjà dans votre boîte de réception, a-t-il répondu. Maintenant, comment voulez-vous jouer ça ? Ce soir-là, j'ai décidé de rompre mon silence. Je n'ai pas rappelé. J'ai envoyé un message court et simple à mon père. Moi, la vente de la maison est plus compliquée que vous ne le pensez. Nous devons en discuter en personne avant que vous n'impliquiez des agents immobiliers. La réponse a été presque instantanée. C'était de Delilah, utilisant le téléphone de mon père. Delilah, il n'y a rien de compliqué là-dedans, Clara. Ton père est propriétaire de la maison. Arrête d'être dramatique. J'ai pris une inspiration. C'était le moment. La première révélation stratégique. Moi, ce n'est pas juridiquement exact. J'ai les documents de la fiducie devant moi. Vous devez les voir. Les 3 points indiquant qu'elle tapait sont apparus, ont disparu et sont réapparus plusieurs fois. Je pouvais l'imaginer, ses doigts parfaitement manucurés poignardant l'écran, son sang-froid commençant à s'effriter. Finalement, un nouveau message est apparu. Delilah, quel document ? De quoi parles-tu ? Ton père m'aurait parlé de toute fiducie. Tu inventes ça pour être difficile. C'était un mensonge mal exécuté, et nous le savions toutes les deux. Son déni frénétique était un aveu. Elle avait su, ou du moins soupçonné, qu'un instrument juridique était en place, et avait simplement espéré passer outre par l'intimidation, supposant que j'ignorais son pouvoir. Laisse-moi parler à mon père, ai-je texté en retour, refusant de m'engager directement avec elle. Le téléphone a sonné un instant plus tard. C'était mon père, mais Delilah était en haut-parleur, sa voix aiguë intervenant avant même qu'il puisse dire bonjour. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises, Clara ? A-t-elle lancé, toute prétention de chaleur ayant disparu.
Sa voix était stridente. De quel document parles-tu? Essaies-tu de nous faire chanter après tout ce que ton père a fait pour toi? Tout ce qu'il a fait pour moi? Ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. L'injustice de cette déclaration était comme une gifle. Il ne m'a pas parlé depuis 12 ans. Nous parlons de maintenant, a-t-elle crié. Nous parlons de son avenir, de sa sécurité. Il a besoin de vendre cette maison et tu te mets en travers du chemin. Tu es égoïste. Et voilà. Le masque n'avait pas seulement glissé. Elle l'avait arraché et jeté par terre. Dans sa panique, ses vraies couleurs étaient exposées, avides, désespérées et totalement méprisantes à mon égard. Mais l'agent immobilier en attente, Delilah, ai-je dit, ma voix aussi froide et dure que l'acier. Vous ne vendez pas ma maison. J'ai raccroché le téléphone. Le silence qui a suivi était pour la première fois depuis des années vraiment paisible. C'était le son de mon propre pouvoir reconquis. Le désespoir de Delilah s'est manifesté par une campagne de harcèlement croissant. Elle a laissé une série de messages vocaux de plus en plus délirants, alternant entre des menaces voilées sur la loyauté familiale et des appels mielleux à ma bonne nature. Elle a même eu l'audace de se présenter à la maison avec un agent immobilier, pour se faire poliment informer par le gardien de longue date, un homme fidèle à la mémoire de ma mère, qu'il n'était pas autorisé sur la propriété sans mon consentement explicite. L'agent immobilier, sentant un bourbier juridique, s'est rapidement retiré. Pendant ce temps, Arthur ne se reposait pas sur la victoire de la fiducie. Une femme aussi désespérée a une histoire, m'avait-il dit. Découvrons ce que c'est. Il a lancé une enquête de fond approfondie sur Delilah, fouillant dans son histoire financière et personnelle. Il pensait que sa panique était disproportionnée. Il ne s'agissait pas seulement de perdre un gain potentiel. C'était quelque chose de plus. 2 jours plus tard, Arthur m'a appelé avec les résultats. Clara, vous n'allez pas croire ça, a-t-il commencé. Le vrai nom de Delilah est Déborah. Elle l'a changé légalement il y a 15 ans, et avant de rencontrer votre père, elle était mariée à un homme en Arizona, un riche veuf qui avait environ 20 ans de plus qu'elle. Il est mort d'une crise cardiaque soudaine seulement 2 ans après leur mariage. Mon Dieu, ai-je murmuré. Ça ne s'arrête pas là, a dit Arthur. Les enfants de l'homme de son premier mariage ont contesté le testament. Ils ont affirmé que Déborah l'avait systématiquement isolé d'eux et l'avait contraint à lui céder tous ses biens quelques mois seulement avant sa mort. Ils ont perdu le procès faute de preuves concrètes et elle est partie avec tout. Elle a tout encaissé, a déménagé dans l'État, a changé son nom en Delilah, et 1 an plus tard, elle a rencontré votre père. Le schéma était d'une similitude glaçante. Un veuf riche et en deuil, une nouvelle épouse qui l'isole de ses enfants, un transfert rapide et total des biens. Mon père n'était que le 2e acte de sa pièce de longue date. Tous ses discours sur le conseil en art de vivre n'étaient qu'une couverture pour sa véritable profession. C'était une prédatrice. Ce soir-là, j'ai reçu l'appel que j'avais redouté et attendu. C'était mon père, et cette fois il était seul. Clara, dit-il, sa voix faible et lasse. Je ne sais pas ce qui se passe. Delilah est dans tous ses états. Elle n'arrête pas de parler d'avocat et de fiducie. Que as-tu fait? La question, l'implication que j'étais l'agresseur, a envoyé une nouvelle vague de colère à travers moi. Ce que j'ai fait? Ai-je demandé, la voix tendue. J'ai grandi, papa. J'ai eu 30 ans. J'ai fait exactement ce que toi et maman aviez prévu pour moi il y a toutes ces années. Je ne me souviens pas des détails, a-t-il dit, sur la défensive. C'était il y a si longtemps. Ta mère s'occupait de tout ça. Mais Clara, s'il te plaît, tu dois comprendre. Nous avons des problèmes. L'argent, il a disparu. Delilah a fait de mauvais investissements. Nous avons besoin de ça. Je te le demande, en tant que ton père, de m'aider. Il luttait encore, pris dans la toile qu'elle avait tissée autour de lui pendant plus d'une décennie. Il la défendait, plaidait pour elle. Même alors que leur ruine financière commune se profilait, sa loyauté allait toujours à elle, l'architecte de son isolement et de sa pauvreté imminente. Les derniers vestiges de mon espoir de jeune fille, la partie de moi qui pensait qu'il pourrait voir la lumière de lui-même, sont finalement morts. Il ne le verrait pas. Je devrais le lui montrer. J'ai les documents de la fiducie, papa, ai-je dit, ma voix ferme, mais dépourvue de la colère que je ressentais.
Et j'ai d'autres documents que tu dois voir aussi. Ils concernent Delila, son passé. Retrouve-moi demain à la vieille maison, à 13 heures. Viens seul. J'ai programmé la deuxième confrontation, plus puissante, sur mon propre terrain. L'endroit où tout avait commencé et où tout se terminerait. Je ne lui présenterai pas seulement le document légal prouvant ma propriété. Je lui présenterai la preuve irréfutable du genre de femme pour laquelle il avait sacrifié sa fille. Le sortilège devait être rompu, et j'étais la seule à avoir le pouvoir de le faire. La vieille maison ressemblait à une capsule temporelle. Je suis arrivé 1 heure en avance, entrant avec la clé que le gardien m'avait laissée. L'air était épais de l'odeur de cire au citron et de souvenirs. Tout était comme dans mes souvenirs, méticuleusement entretenu mais figé dans le temps. Des rayons de soleil traversaient la grande baille vitrée du salon, illuminant des grains de poussière dansant dans l'air. J'ai passé la main sur le dossier du canapé à fleurs, le préféré de ma mère, et j'ai regardé le mur de photos de famille. Me voilà, une fillette de 7 ans avec un écart entre les dents sur les épaules de mon père. Voilà ma mère, son sourire radieux, me tenant bébé. La dernière photo de la série était celle de mon père et moi aux funérailles de ma mère, 2 silhouettes brisées s'accrochant l'une à l'autre. Il n'y avait aucune photo incluant Delila. Cette maison avait refusé d'accepter sa présence. J'ai étalé les documents sur la lourde table de salle à manger en chêne. D'un côté, j'ai placé l'épaisse fiducie légale reliée par un ruban, cépage net et officiel. De l'autre côté, j'ai placé un dossier beaucoup plus mince. Il contenait une impression des documents du tribunal d'Arizona et une copie de l'ancien certificat de mariage de Deborah, alias Delila. À 13 heures précises, j'ai vu la voiture de mon père entrer dans l'allée. Mais il n'était pas seul. Delila était sur le siège passager, le visage de pierre. Une fureur froide s'est installée dans mon estomac. Il ne pouvait même pas honorer cette simple demande. Il était toujours sa marionnette. Ils ont remonté le chemin ensemble. Mon père avait l'air hagard et perdu. Delila ressemblait à un général marchant au combat. Elle l'avait clairement convaincu qu'il s'agissait d'un front uni, d'une dernière poussée pour faire entendre raison à l'enfant indiscipliné. Il pensait venir pour une négociation. Il n'avait aucune idée qu'ils entraient dans un jugement dernier. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse frapper. J'ai dit de venir seul, papa. Elle a insisté, a-t-il marmonné, sans me regarder. Nous sommes une équipe, Clara. Nous gérons ces choses ensemble. Très bien, ai-je dit en reculant. Alors vous pouvez gérer ça ensemble. Je les ai conduits à la salle à manger. Les yeux de Delila se sont immédiatement posés sur les documents sur la table. Une lueur de peur, rapidement masquée, a traversé son visage. Alors, a-t-elle commencé, forçant un ton professionnel et brusque. Tu as des papiers. Voyons de quoi il s'agit pour que nous puissions dépasser cette stupidité. Je n'ai rien dit. J'ai simplement fait un geste vers le document de fiducie sur la gauche. Mon père l'a pris, ses mains tremblant légèrement. Il a commencé à lire, son front se plissant alors qu'il parcourait le texte juridique dense. Il a tourné les pages, sa confusion se transformant lentement en une compréhension horrifiée et naissante. Ça dit que c'est à ton nom, a-t-il murmuré, levant les yeux vers moi, le visage pâle. Propriété exclusive à partir de ton 30e anniversaire. C'est exact, ai-je dit calmement. Maman l'a mise en place il y a 30 ans pour protéger cette maison, pour me protéger. Ce n'est pas votre bien à vendre. Ça ne l'a pas été depuis très longtemps. C'est à moi. Delila a ricané. Un son dur et laid. Ça ne peut pas être vrai. C'est une erreur. Nous pouvons contester ça au tribunal. Robert, il n'aurait pas simplement donné son plus gros bien. Il l'a fait, ai-je répondu, mon regard inébranlable. Parce qu'il était un homme différent à l'époque, un homme qui aimait sa femme et voulait honorer ses souhaits. C'est ridicule, la voix de Delila s'est élevée, craquant de panique. Nous avons besoin de cet argent. Robert en a besoin. Tu es incroyablement égoïste, à garder cette immense maison pour toi alors que ton propre père est au bord de la ruine. Mon père fixait toujours le document, la vérité s'enfonçant en lui comme une pierre. Il a regardé de la page à moi, puis à Delila, son expression déconcertée. Elle a raison, Delila, dit-il, sa voix faible. Je me souviens maintenant, Marie. Elle m'a fait promettre.
Delilah s'est retournée vers lui, les yeux flamboyants de fureur. Espèce d'imbécile. Espèce de vieille imbécile sentimentale. Tu laisses cette femme te gouverner depuis la tombe pendant que moi, je suis ici à essayer de nous sauver. Et à ce moment-là, en voyant son masque d'épouse aimante s'effondrer en pure cupidité venimeuse, quelque chose en mon père s'est finalement brisé. Il l'a vu. Pour la première fois en 12 ans, il a vraiment vu la femme qui se tenait à côté de lui. Mais ce n'est pas tout, ai-je dit, ma voix coupant la tension. J'ai poussé le deuxième dossier, plus mince, sur la table vers lui. Tu devrais probablement voir ça aussi. Il l'a ouvert, engourdi. Il a lu le nom sur le certificat de mariage. Deborah Ann Jenkins et Arthur Pendleton. Il a regardé la date. Puis il a regardé le dossier du tribunal, la plainte déposée par les enfants Pendleton détaillant comment Deborah avait isolé leur père et vidé ses finances avant sa mort prématurée. Qui est Deborah? A-t-il demandé, sa voix à peine un murmure. Delilah est devenue absolument immobile. La couleur a quitté son visage. Elle ressemblait à un animal acculé. Demande à ta femme, ai-je dit doucement. Demande-lui pour son premier mari. L'autre riche veuve qu'elle a épousé juste avant de te rencontrer. Mon père a regardé Delilah, une vie de questions dans les yeux. Il a brandi les papiers. Delilah, qui est Deborah? Elle n'a pas répondu. Elle m'a juste regardé, son visage une contorsion de haine. Toi, a-t-elle craché. Espèce de petite peste. Tu as toujours été le problème. J'aurais dû me débarrasser de toi complètement. C'était un aveu complet. Elle n'admettait pas seulement son passé. Elle admettait sa campagne de 12 ans contre moi. Mon père a émis un petit son étouffé. Il a laissé tomber les papiers sur la table comme s'il l'avait brûlé. Il a regardé la femme pour qui il avait abandonné sa fille, la femme qui avait dépensé sa fortune, la femme qui le regardait maintenant avec rien d'autre que du mépris parce que l'argent avait disparu. Le sortilège tissé pendant 12 longues années s'est brisé en 1 million de morceaux. Il a fait un pas en arrière, loin d'elle, puis un autre. Il a regardé autour de la pièce les photos de la vie qu'il avait eue, la famille qu'il avait perdue. Et puis il m'a regardé, ses yeux remplis d'une honte si profonde qu'elle était presque insupportable à voir. Delilah, réalisant que le jeu était terminé, a attrapé son sac à main sur la chaise. Très bien, a-t-elle sifflé, sa voix tremblant de rage. Restez ici et pourrissez dans votre précieux musée. J'en ai fini. J'en ai fini avec vous deux. Elle s'est retournée et est sortie de la maison en trombe, claquant la porte si fort qu'une photo sur le mur a tremblé. Nous avons entendu sa voiture démarrer, les pneus crissant sur le gravier alors qu'elle s'éloignait en vitesse. Mon père se tenait seul au centre de la pièce, un homme complètement brisé. Il s'est effondré sur une chaise de salle à manger et a enfoui son visage dans ses mains, ses épaules secouées de sanglots silencieux et déchirants. L'épreuve de force était terminée. L'antagoniste était parti, et tout ce qui restait était la ruine qu'elle avait laissée dans son sillage. Dans le silence qui a suivi le départ de Delilah, le seul son était le chagrin silencieux de mon père. Je ne me suis pas précipité pour le réconforter. Je l'ai laissé s'asseoir avec le poids de ses choix, avec la réalisation écrasante de sa folie de 12 ans. C'était un jugement qui ne pouvait être ni adouci ni précipité. Il avait choisi son chemin, et c'était sa fin désolée. Après plusieurs longues minutes, il a relevé la tête. Son visage était ravagé par la honte et le regret. Elle a tout pris, n'est-ce pas? A-t-il demandé, sa voix rauque. On dirait bien, ai-je dit, mon ton neutre, non accusateur. La bataille était gagnée. Il n'y avait pas besoin de porter d'autres coups. Les investissements qu'elle a faits, ils étaient tous à son nom. Les comptes ont été lentement vidés. Je lui faisais entièrement confiance, a-t-il dit, plus à lui-même qu'à moi. J'ai été un imbécile. C'était la première chose vraiment honnête qu'il me disait en plus d'une décennie. Arthur m'avait déjà conseillé que poursuivre Delilah en justice serait une bataille longue, coûteuse et probablement infructueuse. C'était une professionnelle. Elle avait couvert ses traces, déplaçant l'argent à travers un réseau complexe de comptes qui serait un cauchemar à démêler. Sa punition ne serait pas légale. Sa punition était que sa source de revenus s'était tarie. Elle avait abandonné mon père au moment où elle a réalisé qu'il n'avait plus rien à lui prendre. C'était en soi une forme de justice. Que vas-tu faire?
ai-je demandé. Il a secoué la tête, l'air perdu. Je ne sais pas. J'ai ma pension, mais ce n'est pas beaucoup. L'appartement que nous louions, je ne peux pas me le permettre seul. Je n'ai rien. C'était le moment. Le moment où l'ancienne Clara serait intervenue, lui aurait offert une chambre, promis de prendre soin de lui et aurait repris son rôle de fille dévouée. Mais je n'étais pas l'ancienne Clara. Je m'étais choisi, et je n'allais pas me déchoisir maintenant. Tu as ta pension, ai-je déclaré calmement. Tu es architecte. Tu peux encore faire du conseil. Tu as des options. Tu devras trouver une solution. Les mots étaient durs, mais ils étaient nécessaires. Le pardon était une chose. Effacer les conséquences de ses actes en était une autre. Il devait reconstruire sa vie par lui-même, tout comme j'avais été forcé de le faire. Il m'a regardé, ses yeux suppliants. Clara, je suis tellement désolé pour tout. D'avoir choisi elle plutôt que toi, de ne pas avoir été là. Pour chaque anniversaire que j'ai manqué. J'ai eu tort. Si terriblement, terriblement tort. Les excuses étaient sincères. Je pouvais le voir, le sentir, et une partie de mon cœur, une partie que je pensais transformer en pierre, a commencé à s'adoucir. Je sais, ai-je dit. Je me suis dirigé vers le mur de la galerie et j'ai redressé la photo que le départ de Delila avait mise de travers. C'était celle de mon père et moi juste après la disparition de ma mère. 2 survivants. Je ne vends pas la maison. C'était l'héritage de maman, et c'est le mien maintenant. Mais tu peux rester ici un moment, jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. Un soulagement a envahi son visage, si intense que c'était douloureux à voir. Merci, Clara. Merci. Mais il y a des conditions, ai-je ajouté, me retournant vers lui, ma voix ferme. Nous allons en thérapie ensemble. Nous parlons des 12 dernières années. De tout. Et nous construisons quelque chose de nouveau, pas ce que nous avions, car cela a disparu pour toujours. Quelque chose de différent. Quelque chose d'honnête. C'est selon mes conditions, papa. Entièrement. Il a hoché la tête, des larmes montant à nouveau à ses yeux. Tout ce que tu diras, Clara. Selon tes conditions. Le chemin de la réconciliation serait long et difficile. Les cicatrices étaient profondes. Mais pour la première fois, il y avait une lueur d'espoir. Ce n'était pas l'espoir aveugle et désespéré d'un enfant, mais l'espoir prudent et mesuré d'une adulte. J'avais retrouvé mon père, non pas comme le héros que j'idolâtrais autrefois, mais comme un homme imparfait et humilié qui était enfin prêt à affronter la vérité. Et je m'étais retrouvée, plus forte et plus entière que jamais. Je m'étais choisie et, ce faisant, j'avais finalement trouvé une paix que personne ne pourrait plus jamais me prendre.